Bonjour et bienvenue dans Verbouille. Bonjour dans Verbouille. C'est le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille à tout moment. Ça a bien démarré en couille, je trouve. On est déjà parti dans le côté T'étais pas obligé de le dire, je peux faire du montage. Mais c'est pas grave, apparemment on connaît la radio, mais on connaît pas que la radio. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, il n'y a pas Mathieu, il n'y a pas Marie. Mais aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. C'est moi. Bonjour, qui Bonjour. es-tu ? Je suis Arnaud Demanche, je suis humoriste et je suis très content d'être là surtout. Merci beaucoup, merci d'être dans Verbouille, merci de nous rejoindre, on va passer la prochaine heure ensemble, merci. Et Verbouille, donc on prend toujours un verbe comme prétexte. Tu ne le connais pas parce que je ne t'en ai pas parlé, et nos auditeurs ne le connaissent pas non plus parce que je ne le mets pas dans le titre. Mais ils vont le découvrir. Et oui, et pour commencer, par le biais des synonymes, car nous sommes une émission absolument pas culturelle, mais de temps en temps on essaye. C'est pyramide, on va jouer. J'ai failli appeler ce podcast à peu près, au bout de 10 épisodes d'à peu préisme, mais bon. Aujourd'hui, les synonymes, je t'en donne quelques-uns. Le premier, c'est hasarder. Le second, c'est entreprendre. Essayer, se lancer dans. Tenter. Ah, je l'ai pas mis dans les synonymes, mais c'est un synonyme de tenter. Okay. Et le dernier que j'ai, c'est risquer. Ok. Entreprendre. Non, tu l'as dit entreprendre. Entreprendre, je l'ai dit en deux, oui. C'est ouais. vraiment, peut-être, tenter, pour moi, est probablement le plus proche de tous. Ok. C'est un verbe, hein. Ok, oui, c'est un verbe. Tenter, essayer. Il y a toute une collection vouloir. de la musardine sur ce thème. Ah, oser. Oser. Nous allons... Osons. C'était qui déjà ? Parce que j'y C'était pensais. la marionnette des Guignols d'Alcabache. C'était El Kabash. Je voulais te le donner en indice et je me suis dit, mais je me souviens même plus qui c'était. C'était pour parler des émissions de Patrick Sébastien sur le service public. Ah mon Dieu, Patrick Sébastien. Parce qu'il avait fait une émission qui s'appelait Osons. C'était avant l'époque où il se faisait sucer la bite sur scène, j'imagine. C'était tellement... Ouais. Je pense qu'il le faisait déjà un peu à l'époque. C'est juste que c'était pas filmé. Quoi. Alors les définitions, j'en ai 3. La première est du domaine du littéraire, c'est entreprendre avec assurance, souvent une chose plutôt difficile et périlleuse. La deuxième c'est avoir l'audace de, le courage de. Et enfin, se montrer audacieux, prendre des risques, bon bref, oser. Ouais, c'est un verbe que j'aime bien, t'as bien choisi. Je pense que ta vie a été parsemée de moments où tu as dû oser. Je me suis dit que peut-être c'était une bonne manière d'aborder un petit peu la manière dont tu avais construit tout ça. Toi, tu as écrit et dessiné des bandes dessinées. Ouais. Tu as j'étais tout gosse, ouais, mais j'ai essayé ça, ouais. Tu as tenu aussi le faux blog de Jacques Chirac pendant un bon bout de temps. Ouais. T'as écrit et réalisé des courts-métrages. T'as écrit pour les Guignols. Je vais oublier plein de choses, hein. Je fais un survol très rapide. C'était très court, les Guignols. J'ai été testé pour les Guignols. Voilà, t'as écrit et co-animé les Gérards. T'as même tenté d'entrer dans les grosses têtes ou d'autres émissions de Ruquier, de mémoire. Ouais. Bref, et aujourd'hui on connaît ta carrière, t'as rencontré ton public, tu fais de la scène, t'as un spectacle, tu l'as fait tourner. Dans toutes ces activités artistiques, quelle est laquelle Ça finit déjà en couille. Quelle est celle qui t'a le plus demandé d'oser ? Alors, je vais répondre quelque chose d'un peu étrange, mais l'audace, ça a été de changer. Moi, j'ai été très anxieux, très flippé, très autocentré, très nombriliste jusqu'à mes 35 ans. Et l'audace n'a pas été... tellement de se lancer dans le métier, puisque ça c'était quelque chose qui me portait tellement et je me voyais tellement peu faire autre chose qu'au final c'était assez naturel et j'ai toujours aimé faire des conneries et prendre des risques avec ça, puisque en plus j'ai démarré à une époque où c'était moins dangereux. Par exemple, me faire passer pour Jacques Chirac, ce serait dangereux de le faire maintenant, mais à l'époque je m'en foutais, j'étais pas contrôlable. Donc le risque du contrôle fiscal, qui est en gros ce que tu risques à ce moment-là, il était très atténué. Mais je crois que le truc le plus qui te demande le plus d'efforts et le plus d'audace, c'est de changer tous les 7-8 ans qui t'es. Et c'est de te renouveler, de te remettre en question et d'être capable de casser toutes les certitudes que t'as depuis 7 ans. Ah, mais toi, tu fonctionnes par cycle de 7 ans. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Il faut être capable, surtout dans un monde de réseaux sociaux où les algorithmes changent très vite, où les exigences du web changent très vite, les attentes du public sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, le monde évolue, il y a des choses qui nous paraissaient inimaginables il y a 20 ans, qui sont des évidences aujourd'hui, y compris dans
dans la manière d'appréhender l'humour. Quand je me suis lancé dans l'humour, rigoler de tout, se sentir capable de parler de n'importe quel sujet, c'était une évidence. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Ça l'était pas dans les années 80, ça l'était dans les années 2000, ça l'est beaucoup moins depuis Charlie Hebdo, où on sait qu'il y a des sujets sur lesquels c'est dangereux d'aller. C'est pas interdit, mais c'est plus dangereux. De la même manière, les bad buzz Twitter, ça a été un truc, ça existe moins maintenant, mais ça a été un truc qui a été quelque chose à prendre en compte quand on faisait des vannes. Aujourd'hui, je suis à la radio, tous les jours, il y a des sujets qui sont pas inabordables, mais tu sais que tu vas avoir plus de retour du public que si t'en prends d'autres. Et en fait, à la fois, il y a ta recherche de confort personnel, ton envie de dire des trucs, et tu arbitres entre eux, est-ce que ce que j'ai envie de dire va avoir suffisamment d'impact pour que ça vaille le coup de le dire par rapport aux emmerdes que ça va me rapporter. Donc il y a des choix que tous les humoristes font. Je suis loin d'être le seul, et moi je suis plutôt une grande gueule en plus. Mais tous les humoristes font à un moment cet arbitrage de qu'est-ce que je dis pour quel niveau de conséquences. Et je crois que l'audace, c'est de casser ses certitudes pour garder la gourmandise de pouvoir faire ce métier avec ce maximum de liberté. Parce que c'est très facile de s'embourgeoiser dans ce métier. C'est très facile de se dire, bon, bah, maintenant j'ai une rente, je suis pas obligé de me remettre en cause, je suis pas obligé de remettre en cause l'environnement dans lequel je suis, et je peux me laisser porter par la vague. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a plein d'humoristes qui vieillissent pas bien. Je vais pas balancer des noms, mais on en a tous en tête, y compris dans les morts. Coluche était en fait quelqu'un qui vieillissait pas très très bien. On va arrêter de se jouer de la flûte. Ça a été un génie, mais les 2-3 dernières années, on a des audios de sketch. Tu sens que ça prenait une tournure humoristique qui était un peu moins novatrice que ce qu'il avait fait avant. Et il y en a plein des humoristes comme ça. Oui, mais c'est un petit peu le problème des groupes de musique aussi. C'est-à-dire qu'à un des auteurs donné, de BD, des écrivains, tout le monde. Il va y avoir... J'ai l'impression qu'il y a 2 types de public. Il y a le public qui va être... Bon, déjà, il y a le public acquis. Parlons du public. Le public à qui il te suivra, bon bah voilà. Mais il y a quand même 2 tendances qu'on peut différencier dans un public, même acquis. Il y a ceux qui sont acquis et n'attendront pas forcément de toi que tu te renouvelles d'une manière ou d'une autre, parce qu'au final, ils aiment ce que tu fais, ce que tu dis, la manière dont tu le fais. Si tu ne deviens pas quelqu'un de trop subversif, ça fonctionne avec ta personne, la personnalité, etc. Et puis il y a ceux qui vont dire, quand un album sort, qui vont dire c'était l'album de trop, ou qui vont dire qui vont dire c'est pas original, bon ça va, voilà, exactement, ça fait 20 fois qu'il nous sort le même, etc., etc. Mais c'est aussi la même chose quand justement on essaye de se renouveler, et tu vas avoir la partie du public qui va pas comprendre ce renouvellement et qui va dire bah c'est plus je comprends plus, c'est plus ma vibe à moi. Donc il y a ceux qui vont aimer que ça change et ceux qui vont vraiment pas aimer que ça change. Le changement, c'est toujours un problème de toute façon. Bien sûr. Et ça peut aussi être un problème avec la multiplication des réseaux sociaux et des médias différents. C'est que tous les réseaux sociaux ont leur ligne éditoriale, que cette ligne éditoriale, elle est très marquée. YouTube, par exemple, c'est un média de vidéos longues où tu développes un propos, donc faut avoir un propos, faut être positionnant, parce que c'est ça qui génère des commentaires. Instagram te demande d'être le moins positionnant possible, de faire quelque chose qui ressemble à Biba ou à Femme Actuelle, ou à L'équipe. Enfin, tu peux parler de sport aussi, mais c'est des trucs qui sont orientés sur des domaines spécifiques qui, eux, ne sont pas positionnants. Facebook, avec le public qui est dessus, c'est un média qui a vieilli, et c'est pas du tout la même chose que RMC, où je suis tous les matins, qui est une radio d'actu. Il se trouve que Insta déteste l'actu, donc tu peux avoir plusieurs personnalités humoristiques différentes en fonction des réseaux sur lesquels t'opères, ce qui fait que t'as des publics qui ne se croisent jamais. Moi, j'ai eu l'expérience dans ma salle quand j'ai fait le spectacle au bout d'1 an et demi d'RMC. J'avais des mecs qui venaient d'RMC, des femmes qui venaient des vidéos du confinement. Les 2 avaient envie de voir le spectacle et les 2 ne savaient même pas qu'ils allaient voir chacun l'humoriste que ah ouais en fait je l'aime bien lui. Ouais. C'est le mec qui avait dit à sa femme ouais il y a un mec que j'aime bien, il est sur RMC. Elle faisait ouais pff. Et puis elle arrivait dans la salle, elle fait ah mais c'est le mec du confinement, et le mec il faisait quoi? Oui. Et en fait, t'existes de 2 façons différentes sur des réseaux différents qui sont parfois assez cloisonnés. Tu disais qu'Instagram n'aime pas l'actu, mais pendant le confinement, t'as vraiment fait ça. Oui, tu faisais alors je l'ai fait sur Facebook. La chronique autour de phénomènes d'actualité sur un ton humoristique. Alors Instagram a changé de braquet en 2023.
Donc le confinement, c'est en 2020, mais en 2023, les créateurs de contenu ont reçu un message d'Instagram qui dit « Maintenant, on arrête l'actu ». Et c'est une décision éditoriale qui est complètement assumée. Et si tu veux voir de l'actu sur Instagram, tu vas dans tes paramètres et tu enclenches le petit bouton « Je veux voir de l'actu ». Mais il n'est pas enclenché par défaut. Donc l'actu n'est pas interdite d'aborder sur Instagram, simplement elle est proposée à la 60e place du fil d'actualité, donc les gens la voient jamais. Je ne savais pas du tout. Ouais. Non, Est-ce qu'il y a des vannes que tu t'es auto-censuré, que tu t'es interdit de faire? Des vannes ou alors des domaines? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des vraiment des endroits où tu n'oses pas aller? On retombe un peu sur le même sujet. Il y a des vannes que je fais dans tous les domaines, mais je les mets pas forcément sur tel ou tel réseau. Parce que je sais qu'elles marcheront pas. C'est pas un problème de censure, c'est un problème d'efficacité. Je vais pas me faire chier à faire une vidéo qui va être vue par 10 000 personnes sur un réseau, quand je sais que je peux en faire une qui va être vue par 200 000 personnes sur un autre réseau. Donc évidemment, je vais arbitrer en fonction de là où je poste et de là où je vais. Sur RMC, j'ai de la chance parce qu'ils me laissent absolument tout faire. J'ai un bol monstre, je peux dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de problème. Mais par contre, sur les réseaux, c'est pas vraiment de l'autocensure, c'est une recherche d'efficacité. C'est quand même long à écrire ces trucs. C'est long à écrire, à tourner, à monter. À l'époque, il fallait les sous-titrer soi-même à la main. Quand tu sais que l'algorithme aime pas ça, c'est pas que tu t'auto-censures, c'est que t'as la flemme de bosser pour un truc qui marchera pas. Donc moi, je me suis jamais auto-censuré sur un domaine. Par contre, je sais que je vais le réserver à tel ou tel réseau ou plateforme. Ouais. Bon, on sait, parce que tu l'as dit sur scène, que tu viens d'une ville très marquée culturellement. Ouais, donc je viens de Versailles. On sait qu'à Versailles, on attend des jeunes générations qu'elles soient plutôt très, très structurées, qu'elles soient dans une norme très attendue, etc. C'est assez conservateur, oui. C'est très conservateur. C'est pas du tout ton parcours. Non. Est-ce que tu dirais que pour toi, ça a été plus facile d'oser chaque étape de ta carrière ou d'oser t'affirmer continuellement face à ta famille et à ce background? Non, ça a demandé de l'audace quand même parce que c'était pas simple à faire au début. Le milieu versaillais, donc tu l'as dit, il est très conservateur, mais il est aussi très flippé de la nouveauté, très traditionnaliste, mais pas au sens les vraies valeurs de la France vraie, mais au sens où bouger, oh là là, c'est compliqué, non, c'est bien là, on est bien là, hein, il y a un petit côté trouillard dans l'évolution, qui est pas forcément l'amour du passé, qui est plus la trouille du futur. Et de toute façon, se lancer dans une carrière artistique, c'est compliqué parce que il y a pas de garantie de salaire, il y a pas de garantie que ça marche. Tu peux très bien ne jamais rencontrer ton public. J'ai rencontré mon public à 39 ans. Donc tu peux te planter pendant très longtemps. Et puis t'as quand même dû oser faire face à une pression sociale d'une manière. Il y a une pression sociale, il y a une pression familiale évidemment. Et quand j'étais lycéen où je disais déjà que je voulais être humoriste, c'est sûr qu'on m'a pas fait de... D'abord on s'est foutu de ma gueule, on m'a pas fait de cadeau et puis on m'a expliqué que non, ce serait pas possible parce que en plus je te parle ça, c'est la fin des années 90, l'humour c'est pas un truc qui est si populaire que ça, tu vois, il y a peut-être 15 humoristes en France à ce moment-là qui passe à la télé. Oui, c'est vraiment le Jamel Comedy Club qui a permis la démocratisation du truc. Mais là, on est en 2004 ou un Mm. truc du genre. Donc, à l'époque, quand tu le dis, c'est quelque chose de complètement lunaire, beaucoup moins que maintenant, où maintenant, la logique des comédie clubs, c'est un truc qui est rentré dans les mœurs et tout. À l'époque, ça demandait... Mais en même temps, je te dis ça, je me voyais tellement pas faire autre chose. Moi, ça a été une torture, était bien placé pour le savoir parce qu'on se connaissait à l'époque. Ça a été une torture de travailler dans un bureau. J'ai travaillé dans un bureau pendant 5 jours dans ma vie. Je suis revenu en chialant tous les soirs parce que je ne voulais pas faire ça, quoi. C'était totalement antinomique avec tout ce que j'étais. Donc je préférais tenter de me nourrir avec des boîtes de conserve tous les soirs plutôt que de rester coincé dans un bureau à faire un truc qui me terrifiait. Enfin, j'avais ça en horreur. C'était horrible. Horrible. Bon, et j'ai fini Matinali Radio, je me lève à 5h30 tous les matins. Bien joué, excellent. Super ça. Ouais, super cycle de vie, ouais. Pendant que la France prend son café dans sa cuisine. Ouais. Mais bon, après, il y a des côtés marrants à faire ça quand même. Et accessoirement, j'ai fini mes horaires de bureau à 8h30. Après, je fais ce que je veux. Alors, quand tu as fait ces courts-métrages, t'étais quand même très passionné de cinéma, de l'écriture des scénarios, et puis après la réalisation, c'était sans doute compliqué et beaucoup de boulot, mais je pense que tu as apprécié ces expériences. Oui, j'ai apprécié ça beaucoup. Est-ce que tu oserais revenir à ce genre de travaux un jour ? La réalisation, c'est un truc qui me tente vraiment.
maintenant, d'ailleurs, là j'ai déposé des projets de fiction, j'ai demandé à être réalisateur dessus, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait pas peur. Mais à l'époque, quand j'ai fait mes premiers courts-métrages, là aussi, on va dire qu'on se connaissait. Ce sera plus simple pour les gens. J'ai été script sur le premier. Ouais, elle était script sur le premier. J'ai passé l'aspi à la fin aussi. Mais j'étais terrorisé. J'ai fait des attaques de panique dans la voiture. Évanoui, je voulais pas y aller, enfin je me sentais t'as le syndrome de l'imposteur, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas si tu vas être bon à la fois en acteur, en directeur d'acteur, tu sais que tu vas faire chier la terre entière qui s'est déplacée pour venir ici, enfin il y a une responsabilité, et puis j'avais pas confiance en moi. Maintenant je l'ai beaucoup plus, précisément parce que je suis passé par toutes ces étapes et que ça a été un drame pour quand même pas grand monde, donc je me dis c'est possible, je sais le faire, machin, je me sens toujours pas complètement légitime, mais en même temps j'ai vu tellement d'humoristes qu'on a bombardé réalisateurs sans qu'ils aient de background dans la matière, que moi au moins j'ai fait l'effort de m'y confronter les premières fois, donc je me sentirais à minima dans le même... T'en as 3 sur ton CV, quoi. Ouais, c'est ça, je me dirais bon allez j'en ai 3, dont un qui fait une demi-heure, un autre qui fait 20 minutes, donc... Tu les as laissés sur les plateformes Ouais, ou pas? ils sont toujours visibles. Les 3? Les 3. Les sur 3 ta chaîne à toi? Alors, ils sont... faut taper le nom des courts-métrages, en fait, je pense. Sur ma page Facebook, il y a tous les 3. Donc, il y a Malédiction, où je faisais un prêtre exorciste qui faisait son premier exorcisme. Après, il y a Machination, qui était un truc sur la théorie du complot, qu'on a fait avec des vrais bons acteurs, des très grands acteurs, moi, que j'adore. Il y a Simon Astier et Gilles Gaston Dreyfus. Et après, on a fait Being Homer Simpson, avec Philippe Pétieux et Véronique Augereau, qui sont les voix des Simpsons. Arnaud de Samer, et puis d'autres acteurs de doublage, voilà, des vrais stars de doublage. Il y avait Patrick Poivet qui faisait Bruce Willis, il y avait Patrick Béthune qui faisait 24 heures chrono, qui faisait Jack Bauer, Vincent Grasse qui est la voix de l'agent Smith dans Matrix, il y avait Christophe Lemoine qui est Cartman de South Park, il y avait beaucoup d'acteurs de doublage. Et d'ailleurs, ce court-métrage a failli devenir un long. Celui-là, il a été repéré par une production qui m'a signé la version longue. Donc j'ai développé mes 140 pages de scénario, on devait le faire avec tout le métier du doublage. On l'a développé pendant 1 an et demi, conjointement avec cette prod et avec une autre très 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 grosse prod de Paris où j'ai rencontré ma femme. Et la Fox US, alors que la Fox France nous avait donné son accord, la Fox US nous a interdit de le faire en nous menaçant de nous attaquer pour parasitisme de la marque des Simpsons. Parce que je travaillais avec les voix françaises des Simpsons et ils ont dit « Monsieur, si vous faites ce court-métrage, ce long-métrage, on va considérer que vous parasitez notre marque, que vous utilisez la marque des Simpsons, pas en contrefaçon, mais quand même de façon suffisamment parasitaire pour qu'on se sente lésé. Et donc si vous faites ça, on va vous attaquer. » Et ils n'ont même pas proposé de participer d'une manière. Alors c'est là où on les a trouvés nuls. On était avec les avocats en réunion, les avocats des 3 boîtes, on leur a dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur dit c'est con, c'est les 35 ans des Simpsons dans l'année prochaine, vous auriez un produit d'appel génial pour valoriser la marque, vous auriez un produit génial pour valoriser la marque, faites-le. Et ils nous ont dit non, on veut pas le faire. Et comme ils ont menacé d'attaquer et que pendant la procédure, tu n'as pas le droit d'exploiter le film, on s'est dit, on n'y va pas. Et maintenant, on irait, parce qu'on en a reparlé tous, on se dirait, on arriverait à les convaincre, il y aurait a priori pas de problème. Sauf qu'entre-temps, la moitié des acteurs de doublage sont morts. Donc, la moitié du casting qui avait dit oui est parti vers ce monde qu'on dit meilleur. Et donc, le projet est moins alléchant maintenant, quoi. Avant, il y avait vraiment toutes les légendes. C'était marrant d'avoir les Expandables du doublage. On avait déjà réfléchi à l'affiche, tu vois. On avait déjà fait avec les voix 2 points en tout petit et on voulait mettre Stallone, Schwarzenegger, Bugs Bunny, Homer, Marge, Cartman et de Samuel L. Jackson, Mulder, Scully. Tous, ils avaient dit oui. Aujourd'hui, t'aurais moins l'effet d'Expandables du doublage. Ouais. Tu viens de parler d'une de tes plus belles rencontres. Tu viens de nous parler de ta charmante femme. Oui. Eh bien, parlons-en. Vous vous êtes mariés récemment. J'ai le droit de le disclose ou pas? Oui, non, mais c'est dans la presse, tu sais. La presse s'en est fait l'écho. Dans la presse People, dans le Gotha. Les gossips. Tu dirais que tu as dû oser te marier ou est-ce que ça s'est posé comme une évidence? Non, ça s'est posé comme une évidence. Ce que j'ai dû oser faire, encore une fois, c'est de la remise en cause. Mais je pense que dans toutes les relations, tu fais ça. Dans toutes les relations, j'aime pas trop le mot, mais tu te déconstruis pour te reconstruire. C'est le concept de la vie, à mon sens, de toute façon. Mais je pense que c'est sain, en vrai. Bien sûr. Non, mais c'est la base de toute psychothérapie. Mais oui, donc, comme tu entames une nouvelle relation et qu'une relation, c'est un truc interpersonnel, si tu travailles pas sur toi-même, ta relation va foirer. Ouais, ça me paraît logique. Mais par contre, ma femme, ça a été une rencontre très importante pour moi, puisque ça a été quelqu'un qui a pris
ma loose d'humoriste à bras le corps et qui m'a dit je vais faire de toi une star. Donc au-delà de l'histoire d'amour, elle s'est investie professionnellement, c'est devenu mon agent, c'est devenu mon manager, c'est devenu ma co-auteure sur les chroniques avec d'autres auteurs, mais elle est venue à RMC tous les matins pendant 2 ans et demi bien tassés, alors qu'elle a un autre métier par ailleurs, et dans le cinéma justement. Et donc c'est plus elle qui a fait preuve d'audace elle s'est plus jetée à l'eau et elle a fait preuve de plus allez, je vais serrer les dents et je vais faire des trucs que moi, ouais. La relation n'est pas déséquilibrée, faut pas exagérer, parce que j'ai amené des trucs sur la table aussi. L'audace, ça n'a pas été tellement le mariage. Je pense qu'elle a été plus audacieuse que moi en acceptant de se marier, ouais, parce que les défis de l'avenir, ils sont plus de mon côté. C'est évidemment plus de contraintes d'être avec moi que moi d'avoir de contraintes d'être avec elle. T'es en train de nous dire qu'il faut qu'elle garde son job à plein temps au cas où? Non, mais je suis en train de dire que c'est pas facile d'être avec moi. C'est compliqué. C'est d'abord parce que je suis un artiste, donc j'ai mes angoisses d'artiste, de mec égocentré, machin, etc. Ensuite, comme elle a décidé de gérer ma carrière, c'est du travail. Donc voilà. Un métier d'artiste, c'est forcément un métier incertain. J'ai pas de CDI, j'ai pas de garantie. Alors moi, j'ai un horizon qui est à peu près dégagé jusqu'en 2028, mais alors après, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. Et puis, c'est des contraintes, parce que se lever à 5h tous les matins, quand elle arrête de bosser à 19h le soir, c'est des contraintes de vie. On a passé 5 ans à être en tournée tous les week-ends, c'est des contraintes de pas avoir de week-end. Tu peux te dire, moi, j'ai pas choisi. Toi, à la limite, t'as voulu faire ton métier d'humoriste, va faire le saltimbanque à Nouan-le-Fuselier, à Antibes et à Strasbourg. Je m'en bats les couilles, moi, je suis pas concerné. Je vais rester à la maison. Voilà, va jongler. Va jongler à des feux rouges, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Elle est venue à chaque fois. Donc elle s'est sacrifiée tous ses week-ends. Heureusement que c'est une asociale et qu'elle aime pas voir des gens et voir des amis et tout ça, parce que si elle avait eu des amis et qu'elle aimait sortir, ça aurait été l'enfer. Mais elle s'appelle donc Natacha Campouche. Elle s'appelle Natacha Campouche. Elle adore être séquestrée. Et là, elle a été séquestrée pendant 5 ans, la malheureuse. En tout cas, bravo madame, et félicitations à vous deux. Tu parlais de l'horizon 2028, donc là on est en 2025. Quand tu as clôturé ta tournée là sur les réseaux sociaux, honnêtement, le revoir, oui, tu m'as dit. Il était étrange. Je crois que je t'ai même écrit en disant mais pardon, cet au revoir, on dirait vraiment j'arrête cette carrière là et on va voir ce qui se passe. Non, j'arrêtais ce spectacle, mais ce spectacle il a été comme je l'ai commencé avant le Covid et qui s'est terminé après, et que avant le Covid je remplissais des salles de une personne, peut-être 2, donc c'est des toutes petites salles. C'était mon salon en fait, grosso modo, parce que quand je louais des théâtres, moi j'ai loué des théâtres et je me suis pointé, il y avait 0. Et là tu remets quand même ta vie en question. En plus quand tu joues, tu te décorpores, quoi. T'as pas fait ton rodage au bout à Paris comme tout le monde? Je l'ai fait aux 3 bornes, il y avait personne. Et donc le confinement a fait que j'ai vendu 400 dates derrière, donc, et qui étaient pleines, et que je suis monté à 1800 personnes. J'ai terminé à la Bourse du Travail à Lyon, j'ai fait le Casino de Paris, j'ai fait la Cigale 2 fois, j'ai fait les gros théâtres que tous les humoristes aiment bien, je les ai fait entre 1 et 3 fois dans toutes les villes. Donc le confinement, ça a été un énorme coup de projecteur, et ma vie a changé, et RMC en a rajouté une couche en plus. Donc ce spectacle-là, il a été tellement compliqué pour moi, parce qu'on est passé de je veux tout arrêter, avec le même spectacle, on est passé de je veux tout arrêter, je veux changer de carrière, je veux déménager, j'ai voulu changer de pays, j'ai voulu déménager en Californie, me dire je vais être auteur pour les autres, et j'arrête tout. Et à la fois, il y a eu la rencontre avec ma femme, qui a déjà changé des choses. On est passé de 0 à 40-50, ce qui était déjà pas mal. Et puis, elle a coécrit la moitié des vidéos du confinement. Elle m'a botté le cul pour les faire. Enfin, ça a été déterminant dans ce moment-là aussi. Et le confinement a ramené, je sais pas combien on a fait de spectateurs au total, mais on a dépassé les 100 000, facile. Et là, oui, c'était tellement intense comme parcours de vie que quand j'ai dit j'arrête, il y avait un vrai côté fin de cycle. Alors là, j'écris le nouveau, je vais commencer à le tester d'ici 15 jours. J'ai déjà des premières scènes qui sont programmées, on va tester des nouvelles vannes et tout. Mais ouais, je repars sur quelque chose de complètement neuf, vraiment un nouveau cycle de vie, ouais. Ça va être, On parle plus de Versailles ? On parle plus de Versailles, on parle plus de... Là, on va parler du corps, on va parler de l'estime de soi, on va parler des réseaux sociaux, on va parler de la santé, on va parler du vieillissement. Je veux pas être le 1000e quadra qui fait un spectacle sur le fait d'être quadra. Il y en a eu plein, ils l'ont fait très bien. Mais je me sens pas, après tous ces gens-là, de passer et de dire
ce que eux ont déjà dit. Donc je vais parler d'un peu autre chose. Et t'as perdu la vue là un peu ? Hein ? T'es un peu presbyte ou pas ? Non, mais je lis moins bien les sous-titres. C'est vrai. Sur la télé, on est quand on mange devant la télé, on est à 5-6 mètres. J'ai un peu plus de mal à lire les sous-titres. Mais la vue, ça va encore. Non, mais je vois, je fais comme tout le monde, quoi. Je prends du bide, j'ai mal aux genoux quand je marche trop longtemps, je suis essoufflé quand je cours derrière un bus, ce qui m'arrivait pas il y a 10 ans. Et puis surtout, comme plein de gens qui regardent Instagram, je me déteste parce que tous les gens sur Instagram font un truc mieux que moi. Tu vois une vidéo, c'est un mec qui fait mieux que toi les cupcakes. Après, tu vois une vidéo, c'est une meuf qui fait mieux que toi le sport. Après, tu vois une vidéo, c'est un gars, il joue mieux que toi au tennis. Après, tu vois une vidéo, c'est un gars, il chante mieux que toi. Après, tu vois une vidéo, c'est une meuf, elle est plus drôle. Et je crois qu'il faut se dire que la conclusion, c'est que les gens regardent pas les vidéos parce que les gens font les trucs le mieux du monde. Ouais. C'est parce qu'ils s'attachent aux gens qui sont en train de réaliser les choses. Mais pour l'estime de soi, on sait qu'Instagram, c'est destructeur. C'est devenu un problème de santé publique. Donc je veux parler de ce genre de truc, et d'autant que j'ai fait mon coming out d'anorexique, que je me sens aussi responsable d'une jeune fille qui s'appelle Olympe, qui a 18 ans, qui est anorexique elle-même, et que je produis, et que j'ai décidé de lui faire son premier spectacle, et que c'est une responsabilité de daron en face de quelqu'un qui a aussi cette question d'estime de soi, cette question de rapport aux réseaux sociaux, et que ça m'a beaucoup fait réfléchir à tout ça, et donc j'ai envie de parler de tous ces trucs. Donc je fais des bonnes blagues sur le fait que j'aime me promener tout nu à la maison, et que quand je passe devant une glace, je suis pas content. Je peux plus me trimballer toute nue, mon beau-fils vit avec nous dorénavant, il fait ses études à Paris. Je sors de la salle de bain, je suis obligée de mettre une culotte. Mais il va bientôt déménager. Tu pourras retrouver le plaisir. Il vient d'emménager pour démarrer 5 ans d'études. Parfait. Allez, le retour du plaisir de se balader à poil. Est-ce que tu veux faire 2 jeux ? Allez, on y va pour les jeux. C'est vrai ? Ouais. Cool. En 3. J'adorerais faire un pyramide. Mais j'adorerais qu'il le refasse, moi. Mais on m'avait offert la boîte de jeux pyramide, je sais plus où elle est, je sais plus si je l'ai donnée, prêtée ou je sais plus. Mais refaire pyramide, ouais. Ce serait super. Oh là 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 là. C'est sûr, on est en plein revival 90, toutes les chaînes de télé rachètent des concepts, ils vont le refaire. Mais il y en a une là qui passe, moi je regarde pas la télé, mais je suis tombée par hasard, il y a un truc qui est un petit peu similaire où ils se font deviner des mots là en ce moment, je crois que c'est... sur France 2 ? Ouais, sur France 2. Ils vont pas refaire pyramide s'ils ont déjà mis ça, tu vois. Ouais. C'est possible. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être le mot le plus chouette ou un truc comme ça, c'est sûr, ça s'appelle... Le mot le plus chouette. Ce serait un bon titre, ceci dit, le mot le plus chouette. Alors, le premier jeu, ouais. Il vient de quelque chose que tu as appris à faire, car tu sais jouer de la trompette. Ah oui, exact. Et alors, moi, j'avais pas de trompette. Donc, tu m'as amené une trompette ? Non, c'est oui, pas ça. Alors, il y a une trompette sous cette table, on va la sortir, et puis je vais te proposer de jouer des morceaux, tu vas les jouer en impro. Ça doit faire peut-être 20 ans que j'ai pas touché une trompette, ouais. Ça va être spectaculaire. Non, là, ça va être vraiment... on est en mode bricolage. Je vais te lancer J'ai trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle Trumpet Covers. Ok. Je mettrai le lien dans les notes. Ok. Mais le mec joue pas très bien. Si. En fait, disons que alors attention, je vais dire un truc atroce parce que je ne joue d'aucun instrument. Ouais. Donc, qui suis-je pour juger ? Donc, la phrase que je vais dire là est probablement dégueulasse, mais j'ai pas l'impression que les partoches soient très très complexes. Ok. Parce qu'en plus de ça, il met un bon tampi derrière qui. Ok. Donc en fait, ça va pas être si dur à deviner. Il n'y a pas que la trompette. Boum. C'est un peu ça. Ouais. Mais c'est pour le plaisir. On y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un morceau à chaque fois, je vais le mettre à côté du... Alors, le truc, c'est que C'est un blind test. Ouais, c'est un blind test, mais comme après, au niveau du montage, je sais pas comment m'organiser si je mets le son dans la bande-son, parce que là, je vais le mettre... Bon, je vais essayer là et on va voir. On va se taire pendant le morceau. Le premier. Ah, c'est Gladiator ? Ouais. C'est la musique de Gladiator, ok. Bravo. Gladiator ! Le 2 est... Ouais. Le ouf. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé ça sympa, la bagarre de fin. Oui, non, mais d'accord. Ouais. Mais moi, je leur reproche un truc. En fait, ils m'ont perdu au moment du flashback. Je suis désolée, mais tu mets un flashback dans une série, bon, c'est normal, les previously, les machins, les monculs. Mais un flashback dans un film, c'est super cheap. Ouais. Enfin, non, mais je suis d'accord. Je sais pas. Est-ce que c'est mon côté de droite ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont plu, moi. Concept. Il y a quand même des trucs qui m'ont plu. Les 2 empereurs Caracalla et c'est qui l'autre ? C'est j'ai oublié le nom. Giatta. Les deux là, les deux ils sont marrants. Les 2 persos sont marrants.
C'est Caligula, hein, je suis d'accord. Non. C'est Geta et Caracalla. Oui, Caracalla. Comme il y a les thermes de Caracalla à Rome qui sont magnifiques à visiter d'ailleurs. C'est fantastique. Allez, deuxième morceau. Ah. Ah. Ah, j'ai pas le nom, mais je. C'est pas possible que t'aies pas ça. C'est Ghostbusters. Mais oui, c'est Ghostbusters. Et en fait, faut quand même le refaire. Bon, moi parce j'ai que beau jeu, hein, je les ai vus, j'ai vu les titres, je les ai enregistrés. Ouais. Non mais en fait, t'as l'impression que c'est la musique, c'est pas celle du générique, mais c'est l'adaptation quand il marche dans la rue, tu sais, où ça reprend le thème, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas la même octave. C'est pas exactement. Celle-ci elle est peut-être un peu, je sais pas, on va voir, je lance. Ok. Riders on the Storm? Non. Attends. Oui, attends. C'est Thriller. Non, c'est oui, c'est ça. C'est Thriller. Ouais, c'est Thriller. Ouais. En fait, je me suis repéré à la basse d'abord. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a le son derrière, donc ouais, c'était encore la plus basse, aidé. c'était un peu Riders on the Storm. Mais en fait, il le fait en version jazzy. C'est Béatrice Ardisson qui lui a fait sa DA. Quoi. Il a une très bonne tête. Vraiment, je mettrai la chaîne en lien. Le prochain. Ok, je l'ai. C'est Bohemian Rhapsody. C'est Bohemian Rhapsody, oui. Bravo. C'est pas si simple, hein. C'est pas si facile que ce qu'on pourrait imaginer. Hein. Ceci dit, c'est une super idée de jeu. Ah, celle-ci, c'est aussi un clin d'œil. C'est une série, ça aussi. Non? C'est un film? C'est un jeu, c'est Zelda. C'est Zelda. C'est Zelda, ouais, c'est Zelda. La légende de Zelda. C'est la légende de Zelda. Mais c'est pas la légende de Zelda, c'est un autre. Alors, c'était le titre qui était... ça va me revenir, mais c'est pas le premier. Ah oui, alors après, je ne suis pas experte, hein, mais je... Allez, le prochain. Ah, c'est Skyfall. C'est Skyfall. Ouais. J'adore cette chanson. Elle est magnifique. Ah ouais, j'adore cette chanson, mais j'adore Adele. Elle est incroyable. Ouais, j'ai une vénération pour la voix de cette meuf. Ah ouais, elle est totalement dingue. Elle, je la connais pas hein, personnellement, mais la voix. Allez, encore 3, 2, 1. Ah ok, c'est Miley Cyrus, c'est Flower. C'est Flower de Miley Cyrus, tu as tout à fait raison. Mais c'est marrant parce que t'as l'impression ça peut très bien passer dans un bar où on te donne du bubble tea. Bah oui. Ouais, ça se fout en background. Comment s'appelle le truc qu'on fout au bout de la trompette quand même pour étouffer un peu. Oui, une petite sourdine. Ouais. Mais non, mais c'est mieux que les bandes son des pizzerias quoi. Tu sens que c'est le niveau au-dessus. Oui. Par rapport aux programmateurs de musique des pizzerias. Tu vas être bien accueilli dans les pizzerias dorénavant. Ah, oui, c'est Daft Punk. Ça, c'est Get Lucky. C'est Get Lucky de Daft Punk. Mais j'aimerais bien avoir les partoches. En fait, ça donne envie de se remettre à la trompette. Bon, alors maintenant, je vis en appartement avec une femme. Je suis pas sûr qu'elle soit... Ou alors avec une sourdine. Avec une sourdine. Moi, les voisins, bon, on s'en fout, mais... Alors, évidemment, eux, ils font du bruit. Je les ai pas pris dès le début de la chanson. Enfin, je les ai pris vraiment en cours de route, à un pour qu'il y ait les refrains. Et la dernière, c'est aussi un clin d'œil.
Ah oui. Ça s'arrête un peu brutalement. Ah, attends, c'est de quoi ça? Ah, c'est Always on My Mind. Tell me that your sweet love hasn't died. C'est très adapté, je trouve. Hein. Très adapté. Elle est vraiment... Ouais. Vraiment, j'ai entendu cette transition, je me suis dit, je vais mettre ça parce que là, c'est vraiment. Mais je pense qu'il joue de la guimauve en plus de jouer de la trompette. Il a réussi à trouver un moyen de jouer d'un nouvel. Je pense qu'il a taillé des guimauves où il a mis du miel dedans. Enfin, c'est... À nouveau, on mettra le lien comme ça, vous pourrez aller vous entraîner. Écoutez, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a tout ce qui est Noël. Bon. J'adore la version d'Elvis, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour celle des Pet Shop Boys. Je suis très musique gay en fait. Bah oui. Mais je me suis marié sur du Elvis. Comme laquelle ? Oh, la classique, hein, celle qui fout à Las Vegas quand tu te maries devant un sosie d'Elvis. C'était. C'est pas Viva Las Vegas ? Non, c'est l'autre, c'est. Merde. Can't Help Falling in Love with You. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah oui, ouais, bah oui. Can't Help. Can't Help Falling in Love with You. Et à la mairie, on voulait rentrer sur Never Gonna Give You Up, mais l'employé de mairie n'a jamais su faire démarrer la clé USB. Ils ont pas dit non. Ils ont dit oui, mais non, ils ils ont pas dit utiliser oui, la technologie, d'accord. Mais bon, en fait, ça marchait pour un mariage. Never gonna give you up, never gonna let you down. Bon, ça marche en vrai. Les paroles, elles ont. Puis bon, il y avait le côté trolling de la cérémonie qui nous faisait marrer. Mais du coup, t'as osé t'habiller en Elvis ou pas ? Ah, je me suis marié en rose. Je me suis marié en costume rose, chemise blanche avec les lunettes d'Elvis. Ouais. Moi, je suis pas fan d'Elvis, mais bon, on avait fait un mariage californien. Eh ben, le jeu suivant, c'est cap ou pas cap. Ouais. Alors, c'est pas pour faire des trucs maintenant, hein, c'est potentiellement, d'accord. Le premier me plaît beaucoup et je pense qu'il va lancer une discussion. C'est bon, c'est bien vendu déjà. Cap ou pas cap de faire un petit duo, pourquoi pas pour un TikTok avec Dieudo ? Non, pas cap. Non, pas cap parce que... Alors d'abord, je vais dire un truc horrible, mais ça a jamais été mon humoriste préféré. C'est pas horrible, c'est tes goûts. Non mais je veux dire, je sais que c'est un mec qui est vu comme un génie absolu, etc. Je suis jamais rentré en fait vraiment dans le délire. Donc déjà il y a ça, et ensuite c'est évident qu'il est radioactif et que personne n'a envie d'être associé à Dieudonné aujourd'hui en 2025. Le personnage est trop compliqué, trop controversé. Alors ça pourrait bien être en train de se calmer légèrement. Je suis tombé sur une vidéo de lui. Il a été invité chez Legend. Chez Legend. Mais parce que Guillaume Play, il aime bien inviter aussi des profils controversés. Bien sûr. Par contre, il était sous bracelet électronique pour la petite histoire. Ça, c'était marrant. Et le problème, c'est que ça passait bien jusqu'à ce qu'il insiste beaucoup trop sur sa foi. Non. Jusqu'à commencer à tendre vers il ne comprend pas du coup le mariage homosexuel. Oui. Non mais depuis le mariage gay, il est vent debout contre. Enfin, c'est pas un mystère non plus. J'avais pas trop suivi. Hein. En fait, c'est pas cap de faire un TikTok avec Dieudo, c'est pas envie. C'est pas envie. C'est pas envie. Cap de mais c'est comme si on me disait pas cap de faire un TikTok avec Jordan Bardella en fait. Oui. C'est pas juste pas cap, j'ai pas envie. Oui, il y a des gens, faut pas s'approcher. Ouais. Cap ou pas cap de te mettre en drague ? Alors. En full drague. Non, je pourrais oser s'il y avait une émission de télé genre Drague avec les stars, tu vois, un truc comme ça, et que je devais la faire. Ouais, je serais capable. Ok, cool. Je dis pas que ça m'amuserait follement parce que c'est pas mon délire, mais je pourrais le faire pour voir, tu vois, pour tenter. Et tu pourrais même garder ta barbe, c'est de très à la tendance les dragues à barbe. C'est très tendance, ouais. Tu pourrais. On va écrire à Piche et lui demander de te transformer. Mais je suis pas hostile à ça. Ouais. Cap ou pas cap de commander au resto en alexandrin du début à la fin ? J'adorerais être capable. Là, c'est plus un problème de compétence. Oui. Je suis cap dans l'idée. Je suis pas cap parce que je saurais pas improviser. Je suis pas Kersozon qui est capable de faire ça, lui. Mais moi, ce serait trop bancal. Mais j'adorerais. Si tu me dis, t'as 12 heures pour le préparer. Ah oui. tu peux écrire tes trucs, te ramener avec un carnet, avec toutes les éventualités. Bon, là, ok. Ok, sachant que t'es interdit de pizzeria dorénavant, de toute évidence. Cap ou pas cap de changer l'écran d'accueil de ton téléphone pendant, mettons, 24-48 heures pour mettre la photo de 2 manches de cockpit d'avion.
Ouais, cap. Personne comprendrait, donc pourquoi. En plus, je suis parrain de la FOSA. Je suis parrain des fondations des œuvres sociales de l'air. Donc, je parraine tout ce qui est assistance aux orphelins de l'armée de l'air, aux veuves de pilotes de ligne. Bizarrement, ça comprend Météo France aussi, même si un peu moins de danger à bosser à Météo France que dans l'armée de l'air. Mais voilà, donc les avions, très bien. Ok, parfait. Cap ou pas cap de partir une semaine en voyage sans téléphone? Alors, maintenant, cap, je dirais. Je suis très addict à mon téléphone, j'adorerais ne plus l'être. Donc si tu me dis c'est la condition, je vais sauter sur l'occasion en disant eh ben voilà, c'est le bon moment pour le faire. Après, est-ce que je vais pas mordre dans des coussins pendant 8 jours? C'est très possible. Parce que là, tu demandes à un craqueux de se sevrer. Tu iras faire du roller au bord de la plage. Ouais, voilà. Cap ou pas cap de faire un stage de clown dans un cirque? Je suis cap de le faire parce que en soi, c'est pas très compliqué de se lancer ce défi-là. Par contre, je sais que je vais détester. Ah, merci. Je vais détester ça. Je vais pas aimer du tout. Mais c'est un exercice. Moi, j'ai pris des cours de clown. Donc, je sais que c'est très classique dans le monde du théâtre. C'est un exercice parce quand même. Parce que ça fait partie des bases et des fondamentaux et de ce qui peut t'aider à créer du mouvement, de l'usage et tout ça. Ouais. Et puis même, c'est bien pour, c'est bien quand tu veux jouer des personnages parce que ça te familiarise avec des concepts comme l'image idéale. Mais l'image idéale, c'est quand le clown est persuadé que ce qui est important, c'est son objectif, peu importe le moyen d'y arriver, et que comme l'objectif est plus important que tout, le chemin idéal, c'est le plus simple. Donc, en fait, tu as l'image idéale du moyen et le résultat. Et en fait, c'est tout le décalage entre Mr Bean qui veut acheter une poêle pour faire cuire un poisson. Ça, c'est l'image idéale. Le poisson va rentrer dans la poêle. Maintenant, le chemin pour y arriver, c'est d'aller au supermarché avec le poisson et d'essayer le poisson dans toutes les poêles. Donc, c'est ça du clown. Oui. C'est marcher avec l'idéal tu ne vois pas le problème à faire tel ou tel truc. Maintenant, les clowns de cirque, moi, ça m'a toujours un peu fait flipper. L'exercice... Même les clowns du Cirque du Soleil et tout ça, je les ai vus à Las Vegas. Même ça continue à me mettre un peu mal à l'aise. Mais, faire le stage, pourquoi pas, ce serait intéressant. J'ai un clown à Rueil-Malmaison qui fait la Manche. Non, pas un clown, un mime. Le gars est en mime, au feu rouge à Rueil-Malmaison. Ah ouais, blanc avec la marinière. Intégral, tout. Okay. Le gars est arrivé, j'ai flippé. J'étais là, genre... En plus, on a tous redémarré. Lui était là, comme ça, avec sa tête. Et mais les gens roulent, mec. Et il fait vraiment semblant d'être dans une boîte en verre et tout ça. Non, il a pas vraiment. Mais il marche comme ça. Une corde, mais même pas. Non, vraiment, juste il avançait avec un petit air mystérieux et des jeux de mains. Ah ouais. Ouais. Parce que encore ceux qui font semblant qu'un ballon de baudruche c'est lourd, ok, ça c'est, tu vois, c'est balèze. Tu te dis ok, il y a un respect de la technique, le ballon a l'air très lourd. Il a même pas mimé la peur, tu vois, que les voitures passent. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à faire. Mais c'est juste un mec avec un masque blanc en vrai. Non, mais il a même pas un masque là, il est carrément grimé. Je veux dire, il a une couche épaisse comme ça de plate, quoi. C'est un truc de ouf. Et il fait pas de mime. Mais il pas est vraiment. Il suffit des têtes, quoi. Cap ou pas cap de tourner une pub? Une pub. Et pour quel produit tu le ferais? Je l'ai fait. J'ai refusé des pubs et j'ai accepté d'autres pubs. Donc je suis capable de le faire pour des produits où je me dis ça me ressemble un peu, ou ça va parler à ma communauté de followers sur les réseaux sociaux. Et à contrario, je vais pas faire de pub que ma communauté de réseaux sociaux va rejeter. Donc j'ai refusé, par exemple, Nutella était venu à la pêche à un moment et j'avais dit non parce que les orang-outans, l'huile de palme, etc. c'était compliqué. Et à contrario, j'ai fait les saucisses véganes. Donc, non, je suis cap, ça dépend pourquoi. Ok. Cap ou pas cap de répondre oui à tout une journée. Ah, Yes Man. Ouais. C'est un film que j'adore. C'est pas le Jim Carrey le plus connu. C'est ce film dans lequel Jim Carrey est un dépressif chiant. Et un jour, il fait un séminaire de Yes Man, justement, où on lui dit il faut dire oui à tout, dis oui à tout, dis oui à tout. Et il dit oui à tout sans recul. Et en fait, ça lui change sa vie en bien jusqu'à ce que son entourage se rende compte qu'il dit oui à tout bêtement. Ouais. Dire oui à tout pendant une journée, je pense pas cap, en vrai. Non, je le ferai pas. Je veux bien être très optimiste et dire oui à plus de trucs. Tu pourrais me dire oui à 70% ou 80% des trucs dans une journée, mais laisse-moi 3-4 noms quand même pour pas tomber dans ce travers-là de... Je veux bien... De l'aveuglement. Ouais, de l'aveuglement. Je veux bien qu'on me dise ouvre-toi à plus de choses. Ok, mais j'irai pas dans la bêtise pure, quoi. Je veux garder un esprit critique sur ce qui est... M'inciter à l'optimisme, oui. Abandonner tout esprit critique, je suis pas capable. Et garder son libre arbitre quand même. Voilà, garder un libre arbitre. Cap ou pas cap de faire un road trip aux USA
en Tesla. Non. Alors là, je vais laisser parler le capitaliste qui est en moi. Non seulement cap, mais je vais kiffer. Hein. Alors là, sans problème. Je sais, Elon Musk, je sais, c'est un connard. Je sais, Twitter, je sais qu'il fait monter l'extrême droite volontairement partout dans le monde. Je sais. Oui, je sais. Mais conduire une Tesla, c'est confortable. Faire un road trip aux USA, c'est le rêve de ma vie. Donc, oui, je vais être cap, mais je vais être faible là, quoi. Tu vois. C'est-à-dire, on a tous le droit d'être faible. Mais ouais, hein. non, mais c'est comme tu me dirais. T'as dit non au Nutella, bon. Ouais. Non, mais là, oui, non, c'est ça. Mais tu me dirais, cap ou pas cap de prendre un bain dans un jacuzzi avec 3 mannequins ukrainiennes avec des nichons en plastique, des chapeaux de cow-boy qui te servent du whisky et qui te font du massage des épaules. Non, et prendre le risque que ta femme rentre. De l'eau. Et qui prendre le risque. Bah, je vais prendre le risque que ma femme rentre. En fait, je me connais, je suis faible. Voilà, je me ferai engueuler. Mais voilà, j'ai des aspects beaufs qui sont malheureusement difficiles à déconstruire. Mais c'est marrant parce que je parlais de ça l'autre jour dans une interview où on me disait, on m'interrogeait sur l'anorexie et on me disait mais pourquoi t'as voulu absolument insister pourquoi ça te complexait autant de pas être un gros mec musclé, pourquoi ça te complexait, pourquoi tu t'en fous pas? Et je m'en fous pas parce qu'en fait j'ai grandi dans les années 80 et que à l'époque c'était Barracuda, c'était Magnum, c'était puis après il y a eu Schwarzenegger, il y a eu Stallone, c'était Rocky, c'était tous les trucs qui m'ont fait kiffer quand j'étais petit. Et à un moment, merde, j'ai pas envie de renier 100% de ce qui m'a fait kiffer quand j'étais petit. Je ne vois pas d'intérêt à se remettre en question à ce point. Il y a des trucs, j'ai pas envie de les déconstruire. Ouais. C'est aussi bête que ça, parce que c'est peut-être pas bien, c'est peut-être vulgaire, c'est peut-être pas... Non, mais en même temps, c'est tellement qui je suis. Mais des goûts, ça se déconstruit pas. C'est ça. Ça se déconstruit pas. Et la même personne que tu es devenue a le droit d'être déconstruite et de se reconstruire dessus, mais les goûts sont les goûts. Les goûts, c'est les goûts. Bah voilà. Moi, j'adorais L'homme qui tombe à pic quand j'étais gosse, qui était l'histoire, c'était un cascadeur. Il y a eu le film là récemment, Fall Guy. C'est Fall Guy. C'est The Fall Guy. Et voilà, il arrivait à résoudre des enquêtes parce qu'il était cascadeur et du coup, il faisait des trucs. Il osait sauter par-dessus le pont qui était en construction, blablabla. Et dans le générique, t'as Lee Majors qui est avec 2 meufs à un moment dans une baignoire et tout. Et j'ai grandi avec cette image, avec le gros cigare. Et j'ai grandi avec cette image que tu revois dans Retour vers le futur, que tu revois dans d'autres films. Et l'image m'a plu, voilà, j'ai kiffé cette image-là, j'ai le droit de kiffer cette image-là et de me dire un jour je le ferai. Mais on n'est pas au tribunal. Hein, exactement. On a chacun ses rêves, on a chacun été influencé par des images de la pop culture. Je te rappelle que j'ai fait le premier casting de Popstar, donc bon. Oui, c'est vrai. Et t'étais allé assez loin en plus. Non, j'ai rencontré Mia Fry, voilà. T'es allé jusqu'à l'étape Mia Fry, t'as eu tes oui. Non, j'ai eu un oui de gens inconnus et non filmés. Okay. Et j'ai fait la première étape filmée. Ok. Mais bon, peu importe. Et là, t'as eu non? Non, oui, parce que je chantais à contre-temps. Okay. Je chantais bien, mais à contre-temps. C'était déjà un handicap. Parce que de mémoire, t'as une belle voix. Moi, je me souviens de... Oui, de moins en moins. Ouais. Bon, la vie passe, mais oui, on s'en sort. La vie passe, les clopes s'accumulent. Oh oui. Est-ce qu'on fait un marry fuck kill? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Who would you marry? Would you marry her? Would you fuck her? Would you kill her? Ok. Qui tu maries? Qui j'épouse? Qui je baise? Qui je tue? Ok. Et là, j'en ai fait un aux petits oignons. Attention. Je suis pas peu fière de ma liste. J'espère que ma femme n'écoutera jamais ce podcast. Ça va être très, très compliqué. On y va. Marry fuck kill. Armand Altaï. Brigitte Fontaine et Ariel Dombal. C'est pour venger Ariel de tout ce qu'elle a reçu au Gérard. Tous les Gérards de la femme qui dessine le mur. Bon alors, du coup, marie Ariel Dombal. Tu maries Ariel Dombal. Je marie Ariel Dombal parce que de l'humour, fun, un peu barré. Bon, elle doit être difficile à vivre au quotidien, mais bon, en même temps, elle est avec BHL. Qui n'est sans doute jamais là, donc en fait... Oui, non, mais je veux dire, bon, c'est un gars qui aime écrire des bouquins, se documenter sur des trucs compliqués, donc j'imagine qu'elle doit pas lui faire une vie horrible non plus, parce que sinon, il n'arriverait pas à se concentrer et à sortir tous ces trucs. On parlera de la qualité un autre jour. J'imagine que donc, pendant qu'il est à Paris, il est dans leur riad, enfin, ouais, tu vois, ça doit se croiser donc, en permanence. Marie-Ariel Dombal. Rappelons-nous qu'elle lui cuisinait des tomates cerises crues pendant le confinement. Oui, ce genre de truc. Je marie Ariel Dombal, fuck Armand Altaï, parce que Brigitte Fontaine, je peux pas. Je pense là, tu que je bloques sur le physique. Hein. Non, mais même sur le personnage. Elle m'angoisse. Elle me terrifie, quoi. Elle me terrifie. Tu sais, c'est les gens, tu leur poses une question, elle te répond complètement à côté parce que elle, ça lui a donné une idée. Et tout. Moi, je pourrais pas vivre avec quelqu'un comme ça. Bon, la baiser, on n'est pas non plus sur Mars. Ouais, tu vois. Donc, il reste plus qu'une option, malheureusement.
Mais c'est un choix par défaut. Je n'ai aucune hostilité envers Brigitte Fontaine. Je pense que j'aurais fait le même choix. Ouais. Alors, en plus, Ariel Dombal aime les chats, elle a des belles propriétés, ça me conviendrait parfaitement. Armande Altaï, oui, elle doit avoir son petit côté. Elle a son petit côté On m'a dit sympatoche. récemment qu'elle était quand même encore assez souple. Qui t'a dit ça? Mais parce qu'il paraît qu'elle a refait des Starac. Ah bon? On l'a revu. Oui. Mais elle, prof de chant, pas prof de souplesse. Bah ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir entendu cette phrase étrange. Est-ce que je l'ai rêvé? Je sais pas, je sais plus. Et oui, bon, Brigitte Fontaine. Non, puis il doit y avoir on un aime côté bien voir des marrant. bouts de vidéos, mais c'est tout. Il doit y avoir un côté marrant à l'orgasme où elle doit te faire des. Je dis, c'est rigolo, quoi. C'est à faire une fois dans sa vie. J'aime bien conclure depuis la Summer Edition sur un petit mot qui n'existe pas dans la langue française en un seul mot. C'était le concept du voyage sans bouger que j'avais développé cet été. Et j'ai envie de continuer parce que j'ai découvert qu'il y en avait en fait énormément. Et le mot d'aujourd'hui c'est, je ne sais pas si je le prononce bien comme d'habitude, sisu, qui est un mot finnois, S-I-S-U. Et ça désigne la capacité ou le courage des Finlandais à faire et à surmonter des choses qui leur déplaient vraiment et à ne pas lâcher face à un obstacle. Alors, on pourrait appeler ça la ténacité. Mais l'action d'être tenace... Ouais. Oui, mais là, il y a un côté, ça me déplaît en plus. Oui. Alors que la ténacité, ça te déplaît pas forcément. Oui, non, tu peux poursuivre un objectif qui te plaît et t'es obligé de t'accrocher. Bah, j'aime bien ce concept, moi. J'aime bien ça. Surtout que ça, quand on est artiste et puis au cours de ta carrière, c'est quelque chose qui est un peu jalonné. Il y a forcément quand tu des moments... les courts-métrages que tu réalisais tout à l'heure, t'adorais faire ça, mais tu te faisais violence à y aller. Je me faisais violence. Et puis, en réalité, je pense que tous les artistes sont passés par cette étape-là, où si tu veux arriver au stade où tu remplis des salles et t'as une chronique radio, tu fais un film, ou tu fais tous les trucs, tu sors ton premier album, enfin vraiment t'en vis, t'es reconnu et je veux pas dire t'es une star, mais t'es au stade d'en dessous, quoi. T'es au stade où ça marche, t'as des gens qui te reconnaissent un peu dans la rue une fois de temps en temps et ça. Pour arriver rien qu'à ce stade-là, je pense qu'il faut tapiner. Non mais tu sacrifies tout. Il y a un moment, tu sacrifies tout de toute ta vie. Tu mets absolument tout, quoi. Il y a rien qui est plus important que ce truc et c'est tellement douloureux en plus, parce que tu vois ton argent foutre le camp, tu vois tes amours foutre le camp, tu vois tes amis dire tu nous fais chier, tu t'engueules avec ta famille. Faut être très sisou, quoi, pour arriver au-delà de ce truc. Tu dois être vachement sisou et tous les artistes te racontent le même truc. Il y a eu un moment de dépouillement absolu, mais qui est quasi, tu vois, je vais dans un monastère tibétain pour apprendre à... comme Doctor Strange, quoi. Ouais. Doctor Strange, dans le film, il se dépouille de tout, faut te dépouiller de toutes tes certitudes, tout ton entourage, tu lâches tout. Je connais pas un artiste qui ait passé le cliquet de la notoriété et de... Sans reboot ? Ouais, sans ce truc-là. Ils ont tous rebooté ? Ouais, tous. Bon, restons sur une note positive, bien sûr, hein, évidemment. Ouais. Mais moi, ça a marché, et voilà. La note positive, c'est que c'est fini, Sissou. C'est que tu t'appelles Arnaud, Sissou de Manche, c'est ton deuxième prénom dorénavant. Est-ce que tu veux nous partager tes projets ? Ton spectacle a fini de tourner, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Alors, le spectacle va être diffusé sur Paris Première, donc vous pourrez le regarder, il a été capté. Le nouveau spectacle, vous pourrez probablement acheter vos places d'ici 6 mois, on va dire, on va être dans la prospective. Et non, j'aimerais bien que vous vous abonniez à ma petite protégée, à Olympe. C'est @OlympeShow, à moi, hein, si vous ne me connaissez pas encore, Arnaud Demanche. Et puis tous les matins sur RMC. Et ça a vocation à continuer encore quelques temps. Donc on va se revoir à la radio. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Hello. Merci, à bientôt. Au revoir. Bisous. Et c'est ainsi que démarre la 2e saison de Verbouille. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, un nouveau brise-glace qui précédera la semaine suivante un épisode entier avec encore une nouvelle personne à découvrir. En attendant, retrouvez-nous sur toutes vos plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et plein d'autres encore. Retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Abonnez-vous à notre podcast, mettez-nous 5 étoiles si vous aimez et faites savoir autour de vous que ce nouveau petit podcast est très sympatoche et qu'il mérite toute votre attention. Gros bisous!